Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Monaco et l'Italie, une proximité qui offre de nombreuses opportunités économiques. Nous reviendrons dans quelques instants sur le premier forum entrepreneurial Italie-Monaco auquel a assisté le prince Albert II. En basket, la Roca Team signe une précieuse victoire face à l'Olympiakos, 81 à 81 points qui fait la différence et qui relance Monaco dans la course au play-off. Notre invité du JT ce soir sera le plus célèbre criminologue de France, Alain Bauer. Il viendra nous partager son actualité marquée notamment par la parution de différents ouvrages. Marc Monet, de retour au Festival Printemps des Arts, l'ancien directeur de l'événement a présenté la création mondiale de son concerto pour piano et orchestre et nous y étions. Et puis, chiner pour la bonne cause, nous vous emmènerons ce soir faire de bonnes affaires à la braderie solidaire de l'œuvre de Sœur Marie. Si l'on connaît les relations historiques entre Monaco et l'Italie, la proximité entre les deux pays est également une source de nombreuses opportunités économiques. C'est en ce sens qu'a eu lieu aujourd'hui au Méridien Beach Plaza le premier forum entrepreneurial Italie-Monaco. Vanessa Dessy et Julien Laugier reviennent sur cet événement. Pour la première fois, la Principauté accueille le forum entrepreneurial Italie-Monaco, un rendez-vous économique destiné à rapprocher entrepreneurs italiens et monégasques. L'événement met en lumière l'attractivité du territoire et son rôle de passerelle pour les investissements en Europe. Une matinée d'échanges stratégiques où responsables institutionnels et chefs d'entreprise viennent explorer de nouvelles opportunités de coopération. Ce forum s'inscrit parfaitement dans les objectifs et dans les actions que le gouvernement princier souhaite développer au profit de son écosystème entrepreneurial. D'abord des rencontres institutionnelles puisqu'une présence ministérielle est prévue aujourd'hui, donc des échanges entre États. Puis également, et c'est peut-être l'objectif principal de la journée, des échanges entre entreprises sur des secteurs d'activité dans lesquels les synergies entre nos deux pays sont évidentes. L'objectif étant de créer des passerelles, encourager les partenaires et ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement. Pour les entreprises italiennes, participer à ce forum est une opportunité précieuse de découvrir le dynamisme et l'attractivité de Monaco, véritable plateforme d'affaires au cœur de l'Europe. Devo dire questo è un appuntamento un po' storico perché mettiamo insieme le nostre imprese con quelle monegasche per farle discutere tra loro delle opportunità che ancora si offrono. Il mercato ancora non è saturo, ancora ci sono tante opportunità di investimenti e di scambio. Monaco ritengo che possa offrire soprattutto condizioni di stabilità e questo è una delle caratteristiche principali del Principato che ho potuto verificare fin dal mio arrivo qui, fin dall'inizio del mio mandato. Questo naturalmente rassicura le nostre imprese ed è per questo che abbiamo voluto effettivamente lavorare su questo forum e creare l'occasione per farle incontrare. Les entreprises italiennes y découvrent une porte d'entrée vers l'écosystème économique monégasque. À leur côté, le Monaco Economic Board est pleinement mobilisé pour accompagner et développer ces opportunités d'affaires entre Monaco et l'Italie. Ouvrons une page sport, à présent plongée dans une tourmente qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Depuis quelques mois, la Roca Team voit ses ambitions européennes chuter semaine après semaine. Avec 6 défaites lors de leurs 7 dernières sorties en Euroleague, les Monégasques recevaient ce jeudi leur meilleur ennemi, l'Olympiakos, actuel 2e du classement. Deux dynamiques complètement opposées qui ont pourtant donné lieu à une nuit de folie en Principauté. Résumé de la rencontre, Yannick Debever et Thomas Deus. Il n'existe rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Entre orgueil, fierté, envie, courage et talent évidemment, les Roca Boys ont su s'offrir une magnifique victoire face à l'Olympiakos. Monaco prend très vite le contrôle de la rencontre grâce à un jeu de transition très efficace et des tirs rapidement pris. Les Grecs sont battus dans la vitesse et l'intensité et sont forcés à devoir rattraper un écart de 15 points concédés dans le deuxième quart-temps. Fiers de leurs joueurs, les fans monégasques exultent à chaque panier.
Une ambiance de play-off pour un match de saison régulière. C'est une atmosphère presque anormale qui fait écho à la situation ubuesque de la Roca Team. Mais le terrain ne connaît que la vérité de la performance. Et même à 9 contre 12 sur la feuille de match, à 2 entraîneurs contre 6, les Monégasques ont été supérieurs à leur adversaire du soir. Une prouesse difficilement imaginable avant le coup d'envoi. Monaco a mené, Monaco s'est fait rattraper et Monaco a lutté pour l'emporter. Tout s'est joué dans les ultimes secondes avec le ballon dans les mains de Mathieu Strazel qui, sur un drive plein d'audace et de détermination, fait gagner Monaco. Il restera 4 secondes et une dernière action pour les Grecs qui n'en feront rien. Victoire 81-80 des héroïques Roca Boys. Je pense qu'on a tous individuellement fait l'effort de se concentrer sur soi-même. C'était le seul moyen d'arriver à jouer en équipe, que chacun se concentre sur soi-même et qu'on arrive à former une équipe pendant le match. Donc comme je l'ai dit, on s'est bien préparé. On est resté intense et ensemble pendant 40 minutes et je suis vraiment content que ça se termine de cette manière. Évidemment que cette victoire a fait beaucoup de bien, que ce soit pour le moral ou pour le classement, mais on essaie vraiment de ne pas regarder trop loin. Ce qu'on veut, c'est essayer de continuer à bâtir une équipe unie surtout et voilà, on prend match après match. Seul point noir pour cet effectif déjà très limité, la blessure de Mike James dans les dernières minutes de la rencontre. Une blessure qui pourrait l'éloigner des terrains plusieurs semaines. Cette victoire permet à Monaco de rester dans le top 10 d'Euroleague, synonyme de play-in en fin de saison. Victoire précieuse donc pour la Roca Team en Euroleague. Place à présent au championnat pour les Monégasques avec la réception de Nancy à 18h20. Et quelques heures après, à quelques mètres de là en football, l'AS Monaco affrontera Brest à 21h05 au stade Louis II. Un match comptant pour la 26e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté reste sur une bonne dynamique avec 16 points pris sur les 18 possibles lors des 6 dernières journées. Sébastien Pocognoli et ses joueurs ont bien pour objectif de poursuivre sur cette forme actuelle, tout comme leur prochain adversaire, Brest. On écoute l'entraîneur de l'AS Monaco en conférence de presse d'avant-match. Je pense que Brest est avec nous pour le moment dans la meilleure série de Ligue 1. Donc, par rapport à nos ambitions cette année, c'est un match très important. Mais aussi, on rencontre, c'est un match où les deux meilleures équipes se rencontrent. Donc ça apporte un environnement assez spécial à cette rencontre. Brest, collectivement, c'est très fort. Et individuellement, ils ont des très bons joueurs. Coach d'expérience, qui n'est pas facile à manœuvrer. Chez eux, on n'avait pas fait un match exceptionnel, mais on avait été cohérent, mais on avait fait face à une équipe bien organisée et avec des individualités qui avaient répondu présent. Donc on sait leur qualité devant et on sait aussi la rigueur tactique qu'ils ont. Donc il va falloir qu'on réponde présent et qu'on garde nos valeurs qui font notre force ces dernières semaines et d'être certainement aussi bons qu'eux dans certains aspects du jeu où ils excellent très bien ces dernières semaines. Monaco-Brest, c'est donc ce samedi à 21h05 au stade Louis II. Depuis quelques années, l'hôtel Métropole Monte-Carlo place la culture au cœur de ses actions et propose des rencontres avec des auteurs, des personnalités du monde de la littérature ou de l'art. Dernièrement, l'établissement a reçu le plus célèbre criminologue de France, Alain Bauer. Il est notre invité ce soir. Il est interrogé par Fabien Bonilla. Alain Bauer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un professeur en criminologie réputé, on vous connaît comme chroniqueur télé, votre visage nous est bien familier, mais vous êtes également un romancier avec notamment les missions de l'agence Mozart. Il y a déjà 3 tomes de sortie, bientôt le 4e. Qu'est-ce que cette agence Mozart ? Alors, l'agence Mozart, elle est née d'un prédécesseur qui a existé dans les années 40 autour d'un producteur de cinéma, William Stephenson, qui avait créé le British Security Cooperation, qui avait permis à Franklin Roosevelt et Winston Churchill de créer la première grande agence de renseignement anglo-saxonne. Et donc, j'ai repris cette histoire et les romans racontent en fait l'envers du décor, 2 tiers de vrai, 1 quart de vraisemblable, 10% d'inventé.
C'est votre recette, c'est les ingrédients que vous y mettez. C'est les ingrédients obligatoires, ils n'évoluent pas. Tout doit être vrai et vérifiable, vraisemblable, c'est-à-dire que ça sera vérifié un jour, et il y a un petit emballage qui permet d'être plus intéressant et plus accessible qu'un gros ouvrage historique avec des notes de bas de page et des références et 1000 pages. Alors justement, votre premier tome concernait l'homme politique ukrainien, Zelensky. Il y a eu Taïwan, le Vatican et prochainement l'ONU. Et toujours avec des personnages récurrents, hein, c'est ça? Parlez-moi de ces personnages. Eh bien, William Stephenson, c'est Jack Bagelson, le patron de l'agence. Et donc, c'est l'élément qui, à partir d'une histoire totalement vraie, s'est transformé et a transcendé le temps pour arriver jusqu'à une période plus moderne, mais il a une longue expérience et il est composé de beaucoup d'individus que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle et que j'ai mélangé un peu en termes d'aventure, mais la réalité de Bagelson, c'est Stephenson. Ensuite, eh bien, j'ai rencontré beaucoup de diplomates, d'agents, de personnages qui façonnent la réalité du monde. Et de chacun, j'ai créé un personnage irlando-italien, kanak, et un peu tout le monde, hommes et femmes, qui ont chacun leurs compétences et leurs spécificités, et qui ont tous existé, ou qui existent tous, mais que j'ai mélangé, une sorte de cocktail de personnages réels devenus des personnages de fiction. Et pourquoi ces romans d'espionnage? D'où vous est venue l'idée? Pourquoi avoir fait ça? D'abord, il est très compliqué de savoir la réalité et de découvrir l'envers du décor. Soit il faut être un hyper spécialiste, lire des revues hautement confidentielles, passer son temps à faire ça, ce que je fais moi. Soit on veut que les gens comprennent qu'au-delà du conspirationnisme, il y a la réalité, que la réalité est souvent plus belle que la conspiration, qu'il y a des gens qui se dévouent, qui font d'immenses efforts pour qu'on ait plutôt mieux que plus mal, et c'est plutôt un hommage qui leur est rendu. Mmh. Le prochain, donc, qui devrait sortir dans quelques semaines, fin mars, Intrigue à l'ONU, de quoi va parler ce nouveau roman? Alors, curieusement, et je n'y suis pas pour grand-chose, je n'ai pas organisé le conflit que nous vivons actuellement, mais c'est les négociations secrètes qui ont été organisées entre Israël et l'Iran au moment des épisodes nucléaires précédents. Et donc, je raconte l'arrière-fond de ces négociations qui ont, elles, vraiment existé et qui ont malheureusement échoué. Donc un livre en plein dans l'actualité. Vous avez été conseiller de président et de ministre, notamment en matière de sécurité et de terrorisme. Quel est votre point de vue, votre constat sur ce qui se déroule en ce moment au Moyen-Orient ? Bon, c'est malheureusement un conflit millénaire dont on n'arrive pas à sortir, à la fois parce qu'on est mou quand il faut être dur et dur quand il faut être mou. C'est toujours très compliqué d'être au bon moment, au bon endroit, avec la même posture. Ça nécessite un alignement des planètes assez rare. Et nous sommes aujourd'hui dans la phase un peu du dénouement de la tension la plus importante entre Israël et l'Iran, avec les États-Unis s'interrogeant sur comment aller loin sans aller trop loin. Et la comment Chine, s'en sortir, surtout qui est... Non, je ne crois pas qu'ils en soient encore là. Mais la Chine, surtout, se demandant comment elles peuvent vraiment devenir légales des États-Unis en n'entrant pas trop dans le conflit, tout en permettant ce qu'ils sont en train de faire, de rétablir par exemple la circulation dans le Golfe, sans devenir des soutiens trop puissants des Iraniens, qui ont à peu près perdu d'ailleurs tous ceux qui, soi-disant, les aidaient, tant ils se sont coupés, y compris de leurs plus proches alliés. J'espère que vous pourrez écrire un roman sur les missions de l'agence Mozart concernant ce conflit, en espérant qu'il y ait une fin heureuse dans le conflit et dans votre roman. En attendant, je le rappelle, Intrigue à l'ONU, une mission de l'agence Mozart. Le 4e tome sortira fin mars. Alain Boer, merci. Merci à vous. Plus de 260 artistes, 27 concerts, dont 12 créations mondiales. Le festival Printemps des Arts promet de belles rencontres musicales jusqu'au 19 avril. Hier, c'est un visage bien connu du festival qui a présenté un concerto pour piano et orchestre. Marc Monet, ancien directeur de l'événement, a célébré ses retrouvailles avec le public en musique. José Sacré était présent, voyez son reportage réalisé avec Lionel Bernardi.
Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, présidente du festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, était présente jeudi 12 mars à l'auditorium Régnier III pour un concert où ont été données, outre des pièces de Stravinsky et de Debussy, un concerto pour piano et orchestre, une création mondiale, commande du Printemps des Arts à Marc Monet, qui fut, rappelons-le, directeur du Printemps des Arts de Monte-Carlo de 2003 à 2021. Marc Monet, souvent considéré comme un compositeur iconoclaste, en proposant son premier concerto classique, se serait-il rangé ? Non, pas du tout. Je crois que je ne peux pas manger. C'est comme ça. Donc, non, c'est une forme, disons, la forme à laquelle je fais référence, c'est plus classique. Voilà. Et j'ai pas eu vraiment envie de la changer. Mais c'est à l'intérieur même de l'œuvre que les choses changent, quoi, évidemment. Mais je ne suis pas rangé, je vous rassure. Comment naît une œuvre comme celle-ci, Marc ? C'est toujours très difficile à expliquer. C'est-à-dire que ça part de rien, hein, puisqu'on a une page blanche, quoi. Hein, même moi, je travaille à l'ordinateur, mais c'est quand même une page blanche. Et puis commence une idée, on avance, et ça avance petit à petit. Et on voit, après ça se transforme, on la coupe, on rature, voilà, etc. Ça se construit lentement, hein. C'est 1 an et demi de travail, le concerto, là. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques minutes de la création de votre concerto pour piano ? Dans un esprit comme d'habitude, comme si j'allais au concert. Voilà. Par contre, je vais entendre ma pièce, c'est ça qui m'intéresse, de voir comment elle va vivre, quoi, avec le public aussi. Interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Pascal Roffet avec au piano Jean-Frédéric Neuburger, ce premier concerto pour piano et orchestre de Marc Monet fut pour le public, bien sûr, une découverte. Il s'agissait, je le rappelle, d'une création mondiale, mais surtout un moment de musique d'exception, mêlant des séquences pleines d'émotions à des fortés impressionnants aux sonorités parfois déstabilisantes. Le public a longuement applaudi Marc Monet et les interprètes de ce concerto pour piano et orchestre. Et de la scène de l'auditorium Régnier III, on passe à celle du Grimaldi Forum. Après Danny Boone et Issa Doumbia, Nawel Madani était l'invité des Sérénissimes de l'humour jeudi soir. Une première à Monaco pour l'humoriste belge venu jouer son spectacle tout court, avec lequel elle tourne dans toute la France depuis 2 ans. Yannick de Beuvert et Thomas Deus ont recueilli ses impressions. Il y a comme une parenthèse enchantée avec un paysage fantastique, une magnifique salle où vraiment... on se dit qu'il y a encore plein d'endroits à découvrir. Moi, je n'étais jamais venue à Monaco. Je passe par là, mais je ne me suis jamais arrêtée. Et aujourd'hui, c'était super sympa de se balader. Je me suis baladée dès le matin. J'étais stressée comme une petite fille qui allait en sortie scolaire, tu sais. Donc, très heureuse d'être ici. Ce qui est bien, c'est qu'on sait que les copains sont venus, on se croise. On a un public qui s'est donné rendez-vous. Donc, forcément, il y a une énergie particulière quand on est à un festival. Je pense qu'on a un rôle important, encore plus qu'auparavant, et qu'on a un métier essentiel. Et je le dis parce que les spectateurs le partagent en nous disant « Merci de nous avoir coupé de notre quotidien, plus que jamais, avec tout ce qu'on entend. » Puis aujourd'hui, les réseaux sociaux, où vraiment, il y a une communication autour de la peur. Les gens, on voit un taux d'anxiété, de stress, de dépression qui monte. Et du coup, je pense que notre job à nous, c'est de venir et de donner un petit coup de boost. Durant ces 2 heures de spectacle, on leur demande de couper leur téléphone et d'être connectés avec nous. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouveau métier qui ne s'appelle plus humoriste, mais je pense vraiment qu'on est devenus des rirologues et qu'on soigne l'âme avec le rire.
Et les Sérénissimes de l'humour clôtureront cette 20e édition avec une habituée du festival, Noël Perna, qui viendra présenter samedi Mado fait son cabaret au Grimaldi Forum. Chiner pour la bonne cause, la braderie solidaire de l'œuvre de Sœur Marie au profit des personnes âgées dans le besoin est de retour pour sa 89e édition. Pendant 2 jours, différents stands avec des articles à prix réduit vous attendent sous le chapiteau de Fontvieille. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Bijoux, jouets, vêtements et livres sont à chiner lors de cette braderie solidaire. Le public a l'embarras du choix pour fouiller les étals et trouver son bonheur. J'ai acheté de tout, mais je cherchais un manteau, je ne l'ai pas trouvé. Alors j'ai acheté la robe, j'ai acheté des chaussures, j'ai acheté une chemise pour mes petits-enfants, un pull pour mon autre petit-enfant, enfin tout ce qu'il faut. Enfin, j'étais partie avec une certaine somme et j'ai plus rien dans ma poche. Tant qu'on peut aider les gens, moi je suis partante. Au total, près de 20 stands animés par les 90 bénévoles exposent leurs articles à des prix attractifs. On propose toutes sortes de produits polonais du coup. Et voilà, on a à boire, on a du sucré, du salé, on a de tout. On vient chaque année parce que du coup c'est pour les associations caritatives et du coup c'est des causes qui nous touchent particulièrement. Et on aime bien représenter du coup aussi notre pays et faire découvrir notre culture. Il y a de tout. De tout, c'est très varié, il y a de la petite bricole au verre, tout. Voilà. Plus on vend, plus on a pour l'œuvre. L'intégralité des bénéfices est reversée aux actions de l'œuvre de Sœur Marie qui s'occupe du maintien à domicile des personnes âgées en difficulté financière. On a vu le nombre augmenter de demandes de la part des assistantes sociales avec lesquelles on travaille. Je pense qu'il y a eu un petit souci, un petit problème à la base sur les cotisations. Avant, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient avec leur mari et qui donc n'ont pas cotisé. Et donc ça a créé maintenant des problèmes avec les pensions de réversion et les pensions de retraite qui sont inexistantes. Et on essaye d'y répondre au mieux. L'année dernière, on a pu redistribuer, pas en aide, mais en tout, à destination des personnes âgées, un peu moins de 105 000 €. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous la kermesse parce que c'est notre financement principal. Rendez-vous sous le chapiteau de Fontvieille pour participer à cet événement solidaire qui sera aussi animé par une tombola avec une 60aine de lots à gagner. Le rendez-vous est pris. Ce journal est à présent terminé. À suivre les prévisions météo d'Alexandra Pagny. Notre photographe Stéphane Dana s'est baladé ce soir dans les allées de la braderie solidaire de l'œuvre de Sœur Marie à la recherche de bonnes affaires. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour votre après-JT qui s'annonce fort appétissant. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour les prévisions météo de ce samedi 14 mars. Malheureusement, nous aurons une météo maussade sur l'ensemble du week-end et tout particulièrement samedi. Le ciel sera nuageux, accompagné de pluie avec de fortes averses et une brise soutenue pouvant atteindre jusqu'à 40 km/h. Les températures atteindront au maximum de la journée 13 degrés. Le soleil se lèvera à 6h42 et se couchera à 18h36. Nous souhaiterons une bonne fête aux Mathilde et aux Maud. Et en ce 14 mars, nous aurons une pensée pour le prince Albert II qui célébrera son anniversaire ce samedi. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.